il y a aussi des logiques dans l'évolution des plantes et dans l'évolution des animaux de ce besoin de se rapprocher de l'homme. Pas de toutes les plantes, il y en a qui sont restées sauvages. Et des humains de ce besoin de passer de la cueillette à la culture. Quand on est passé à la culture, on s'est compliqué la vie, hein, on ne s'est pas simplifié la vie. Hein. C'était pas parce qu'il fallait nourrir plus de monde qu'on a abandonné la cueillette. Hein. C'était beaucoup plus simple de se balader et de cueillir ce qui poussait tout seul. Mais il y a certainement des raisons pour lesquelles on s'est compliqué la vie. Et peut-être que cette coévolution, j'insiste beaucoup là-dessus, entre le monde végétal et le monde humain, pareil pour le monde animal, entre des communautés humaines et des communautés de plantes, hein, parce que les plantes ne sont pas toutes les mêmes. Hein. Et il y a aussi des communautés, souvent avec un ancrage géographique, territorial, local. Bon, mais c'est ça l'histoire de l'évolution et qui fait que la biodiversité, comme tu dis, est quelque chose qui se renouvelle sans cesse, jamais à l'identique. La totalité de l'humanité, elle vit dans des conditions particulières, des terroirs différents les uns des autres et des communautés différentes les unes des autres. Alors, de quoi est né ce concept de bien commun de l'humanité? On va revenir sur le petit film là qui montre bien les sélections paysannes, ce qui a produit la totalité des espèces végétales qu'on consomme aujourd'hui. L'industrie n'en a inventé aucune. Si vous me direz, l'INRA a mis au point le triticale, qui d'ailleurs est une plante qui pose quand même aussi quelques problèmes, qui est un croisement entre le blé et le seigle. C'est une nouvelle espèce, effectivement, qui n'existait pas. En dehors de ça, tout ce qu'on consomme aujourd'hui sur Terre est issu de sélection paysanne. Sélection paysanne, c'est quoi? Effectivement, pour passer d'une plante sauvage à une plante cultivée, si la graine, elle tombe avant d'être mûre, hein, la folle-avoine, vous connaissez tous la folle-avoine, hein, qu'on voit dans les champs de blé, la graine, elle tombe avant d'être mûre. Donc si vous voulez récolter les graines, c'est pas très commode. Donc vous allez sélectionner des plantes, et pour les reproduire, qui gardent la graine jusqu'à ce qu'elle soit mûre. Et pour adapter les plantes au terroir local et puis aussi aux pratiques agricoles locales, il n'y a rien de plus simple que de ressemer une partie de la récolte en choisissant les plantes qui sont les plus belles, c'est-à-dire celles qui sont les moins malades, donc celles qui sont les plus adaptées au terroir. Seulement, si vous faites que ça, au bout d'un moment, alors je vais employer des gros mots pour les scientifiques, parce qu'ils ne raisonnent pas de la même manière que nous, mais ça va faire un petit peu de consanguinité entre la plante et le sol. Il va manquer de diversité, c'est exactement comme ma foi, la consanguinité humaine, on sait très bien ce qui est arrivé aux derniers descendants des derniers des rois de France. Ils ne voulaient pas se mélanger avec le bas peuple, ça n'a pas fait des génies. Oui, ça dégénère. Quand il y a trop de consanguinité, ça dégénère. Pourquoi on a besoin de renouveler la diversité de ce qu'on appelle le pool génétique en termes scientifiques, d'une variété? Parce que si on se réadapte tout le temps à la même chose, ce pool génétique, il rétrécit. Il rétrécit, il rétrécit. Et puis si tout d'un coup, il y a un moindre changement de climat, d'une nouvelle maladie qui vient, enfin les choses évoluent, il n'y a plus de capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation, elle repose effectivement sur le fait de ressemer tout le temps une partie de la récolte, mais aussi sur le fait de garder une diversité suffisante. Et ma foi, s'il y a une maladie qui arrive, si tout le monde est pareil, tout le monde y passe. Tandis que s'il y a de la diversité, il y en a une partie des plantes qui vont pousser et ça garantira une récolte minimum et ça garantira surtout la semence de l'année d'après avec des plantes qui se seront adaptées à l'élément nouveau, qui soit climatique ou un pathogène qui sera arrivé. Donc l'échange de semences entre agriculteurs est aussi essentiel que le fait de ressemer la récolte. L'essentiel de mon stock semencier, c'est-à-dire ce que je ressème, doit être issu de mes récoltes. C'est là que je garantis l'adaptation locale. Mais en permanence, les agriculteurs ont toujours échangé des petites quantités de semences pour renouveler cette diversité et obtenir ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à garantir régulièrement une certaine récolte et à ne pas s'effondrer au moindre changement, quel qu'il soit. Au niveau mondial, c'est un chiffre extrêmement important qui a été publié par
le rapporteur du droit à l'alimentation de l'ONU, 75% de la nourriture disponible sur Terre est produite par des petits paysans qui, de toute façon, n'ont pas d'argent pour acheter ni la semence de l'industrie, ni les engrais, ni les produits chimiques qui vont avec. Donc, ils font des semences paysannes. Et ces 75% de la nourriture disponible sur la planète sont produits sur un quart des surfaces, avec un quart des ressources en eau. C'est-à-dire que les semences améliorées, performantes de l'industrie, ma foi, elles ne produisent qu'un quart de la nourriture disponible sur la planète en utilisant trois quarts des ressources en eau et en terre. Donc on peut parler de productivité. Il y a des questions de modèle agricole. C'est vrai que quand on repose sur une alimentation essentiellement carnée, il y a beaucoup de pertes. Entre une protéine végétale et une protéine animale, on va de 1 à 4 ou 1 à 8 suivant les espèces, il y a beaucoup de pertes. Mais c'est extrêmement important que vous compreniez qu'on a une vision déformée ici de l'Occident, où on a l'impression qu'il n'y a que l'agriculture industrielle qui existe et que les semences industrielles qui existent. Mais non, les semences commerciales, le marché mondial des semences, c'est 25 à 30% de ce qui est semé chaque année. Le reste, ce sont des semences paysannes qui échappent au marché, qui sont en dehors du marché. Dans le commerce anonyme, je ne sais pas d'où vient la semence. Je ne sais pas qui c'est qui l'a produite, je ne le connais pas. Je n'ai aucune garantie, ni humaine, ni territoriale, sur l'origine du produit. Il ne me reste qu'une seule chose pour le définir, c'est les caractéristiques du végétal. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a eu quelques problèmes. On vendait des semences d'une espèce, ça en était une autre, ça ne correspondait pas aux caractéristiques. Donc l'État, et l'État français notamment, a demandé de mettre en place une régulation du marché des semences. Et c'est la répression des fraudes qui s'est occupée de ça. Je vais vous choquer, la répression des fraudes est une conquête paysanne. Moi, je suis du Midi viticole. Pour ceux qui ont entendu parler de la crise viticole de 1907, qui a été une crise viticole de surproduction, parce que les betteraviers faisaient du vin avec du sucre de betterave et des colorants, et bien les vignerons ont demandé à l'État de garantir que le vin est issu de la fermentation du raisin, point à la ligne. Et c'est la répression des fraudes qui est née à cette époque-là pour garantir que si vous achetez du vin, vous n'achetez pas du jus de betterave. L'État a demandé aux semenciers et à la recherche qui travaillait avec les semenciers de définir les critères. Les critères qui devaient permettre de garantir la loyauté et le côté sain, ça c'est un autre aspect du commerce des semences. Et donc les semenciers, ils ont donné leurs critères à eux. Ils n'ont pas donné les critères des paysans. Les critères des paysans, c'était suffisamment de diversité, un lien avec un terroir et une communauté humaine. Non, les semenciers, ils ont dit homogénéité et stabilité des caractères de la plante. Et donc là, ils ont dit il faut aller un petit peu plus loin et ils ont inventé un titre de propriété intellectuelle qui est assez original, qui s'appelle le certificat d'obtention végétale, qui garantit un titre de propriété sur la même variété, celle qui est homogène, celle qui est stable. Après est arrivé, entre 1960 et 1970, la généralisation du catalogue des semences. Alors, c'est quoi le catalogue des semences? Vous ne pouvez commercialiser des semences que si la variété est inscrite au catalogue. Donc à partir de là, les semences paysannes ont été exclues du commerce. Les paysans, ils abandonnent petit à petit leur variété locale. Et alors là, ça pose un problème parce que les semenciers, avec quoi ils vont continuer à sélectionner? Et donc, à partir surtout des années 60 et 70 et début des années 80, les semenciers, ils ont collecté toutes les semences qui poussaient dans tous les champs des paysans de la planète. Et ils ont mis ça dans des frigos et ils ont appelé ça les ressources phytogénétiques. Et le patrimoine commun de l'humanité, c'est ça. Pourquoi il l'appelait patrimoine commun de l'humanité? Il fallait que les semenciers garantissent leur accès totalement libre à leurs ressources qui étaient dans les champs des paysans. Donc ils ont dit patrimoine commun de l'humanité. Mais en disant patrimoine commun de l'humanité, à l'ONU, tout ça a dit patrimoine commun de l'humanité, la FAO, en même temps ils ont mis des lois pour que ce soit le patrimoine exclusif des semenciers, puisque les agriculteurs qui cultivaient ces semences n'avaient plus le droit de les vendre. L'industrie a besoin des connaissances des paysans. Les connaissances des paysans, justement, sur ces caractères nouveaux qui émergent et tout, pour
remplir ces bases de données des caractères d'intérêt et pouvoir continuer à développer de nouveaux brevets. Et donc, à partir de là, la même chose qu'ils ont dit, les semences, patrimoine commun de l'humanité, pour pouvoir avoir accès à toutes les semences des paysans, maintenant, ils parlent d'open source. Parce que la connaissance, il faut qu'elle soit open source. C'est un scandale de vouloir retenir ces connaissances, de ne pas vouloir les donner. Attendez, moi j'y donne mes données, j'y donne mes connaissances, et après il dépose un brevet qui va m'interdire de cultiver, de continuer à faire mon métier tout simplement, de cultiver les plantes que mes connaissances m'ont permis de mettre au point. Non, non, moi mes connaissances, je n'ai pas du tout envie de les donner. Et d'ailleurs, il y a une réglementation internationale sur la protection des connaissances. Alors pour l'instant, elle s'applique qu'aux peuples indigènes. Hein. C'est-à-dire en France, il y a les Kanaks là-bas, en Nouvelle-Calédonie, et puis une petite partie de la Guyane. Hein. Les paysans, on n'est pas des peuples indigènes. Non, on a peut-être des connaissances, mais bon, on n'est pas des peuples indigènes, donc nos connaissances ne sont pas protégées. Donc aujourd'hui, on a un gros problème. Est-ce que nos semences, on va les mettre en open source avec nos connaissances pour que demain, il y ait des brevets qui nous interdisent de continuer à produire ces semences, et puis vous n'en aurez plus, et on ne pourra plus vous offrir la nourriture qu'on vous offre aujourd'hui. Ce problème n'est pas résolu. Nous nous battons pour qu'il se résolve. Hein. Les bagarres sur les lois, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais nous nous disons très clairement aujourd'hui, non, c'est pas open source. Comment je vais garantir que celui à qui je donne mes semences y respecte quoi que ce soit? Dans le logiciel, je veux dire, vous avez une marque. Le logiciel, vous pouvez le reconnaître dans l'ordinateur, même s'il a été transformé. Dans la semence, ça évolue sans cesse. Est-ce que je vais faire une variété homogène et stable pour pouvoir la reconnaître? Non. Mes variétés, elles sont pas homogènes et pas stables, elles sont diversifiées et évolutives. Est-ce que je vais séquencer tous les gènes de mes variétés? Il y en a plusieurs dizaines de milliers. D'abord, c'est pas à ma portée. Et ensuite, c'est pas ça qui identifie mes variétés. Donc, ça marche très bien pour le logiciel. Parce que c'est dématérialisé, c'est dans la logique de l'ordinateur, qui est une logique essentiellement binaire, c'est pas la logique du monde vivant. Il y a cette bataille entre hétérodoxes et orthodoxes, entre gauche et droite, on pourrait dire. Mais la question écolo n'a jamais intéressé. C'est-à-dire que non seulement si vous êtes hétérodoxe, c'est dommage pour vous, mais alors en plus si vous êtes hétérodoxe et écolo, voilà, votre carrière, je ne vous raconte pas. C'était, il y a 10 ans de ça encore, c'était très très peu à la mode de ne pas être productiviste. Hein. On dit la chose très sincèrement. Donc on a été très très en retard sur l'intégration de la question écologique, voire même sur le fait d'intégrer l'économie à la réalité de la planète, tout simplement. On a été excessivement en retard sur le sujet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme ce sont les économistes dominants orthodoxes qui ont pris le pouvoir en économie, les écologues, ils ont utilisé leurs outils. Et les écologues, ils se sont rendus compte que pour parler biodiversité, qui est quand même le sujet dont personne, ce qui n'intéresse personne, hein, c'est pire que le climat quand même, la biodiversité, tout le monde s'en fout globalement, malheureusement, hein, je le regrette, mais c'est malheureusement la réalité. Ils se sont dit, on va utiliser le langage dominant. Et quel est le langage dominant? C'est le langage de l'économie. Alors comment on fait en économie pour évaluer le prix pas le prix, parce qu'il n'y a pas d'échange, donc pour évaluer monétairement un bien écologique? Alors, plusieurs solutions. Je vais vous faire des plus robustes à la plus foireuse. Alors, la plus robuste, c'est on va essayer d'observer les coûts. Donc, par exemple, si j'ai une forêt sur une montagne, je vais me dire, tiens, si je rase la forêt et que je suis obligée de construire un très gros mur pour protéger le village en bas d'une avalanche, je vais regarder combien vaut ce mur et je vais me dire, s'il vaut 100 millions d'euros, la forêt, je l'estime à 100 millions d'euros. Voilà. C'est les trucs les plus robustes qu'on ait. Hein. L'autre possibilité, c'est de dire, je veux évaluer le prix de la falaise d'Étretat. Je vais prendre une maison qui a vue sur la falaise, une autre qui n'a pas vue sur la falaise mais qui est toute proche. Je fais la différence des deux. Talam, j'ai le prix de la falaise d'Étretat. C'est le plus solide. Hein. Si on vous dit la pollinisation des abeilles, ça vaut 350 millions, tu m'as dit 260 240 milliards, pardon. Il y a tellement de chiffres. 240 milliards de dollars.
Moi, je peux très bien vous dire, ah oui, mais alors moi, si les abeilles disparaissent en tant qu'économiste, je me dis que finalement, en les remplaçant par des robots ou de la manœuvre, je te fais tant de points de PIB. Et ça vaut beaucoup plus que tes, je ne sais plus combien, de milliards. Voilà. Donc c'est un terrain qui est très, très glissant, notamment en France, parce que dans l'évaluation des projets publics, Notre-Dame-des-Landes, etc., 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 on a toujours tendance à surévaluer les retombées économiques de certains grands projets. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des créations de banques de compensation aux États-Unis pour protéger, ça ne marche pas, mais pour protéger la nature. Je suis un entrepreneur, je vais construire un hôtel à Miami, je vais détruire de la zone humide, parce que je suis à Miami, c'est plein de zones humides, je détruis de la zone humide. Je suis obligée de payer une banque de compensation. Cette banque, elle a le nom de banque, mais moi je trouve que c'est pas trop une banque, personnellement. Je dis pas que c'est pas inquiétant, mais bon. Son rôle, en fait, c'est d'anticiper cette destruction. Donc, elle va faire par ailleurs de la réhabilitation de zones humides ailleurs sur le territoire. Elle va protéger des espèces. L'exemple de la mouche est super drôle d'ailleurs. Bon, voilà, elle va faire tout ça à l'avance et l'entrepreneur doit lui payer un bon, un titre, s'il décide de détruire de la zone humide pour construire cet hôtel. Le problème, à mon avis, de ces banques, pour l'instant, moi, en tant qu'économiste, je n'ai pas vu de marché secondaire, c'est-à-dire je n'ai pas vu de titrisation extrêmement importante. Mais comme Bénédicte l'a parfaitement dit, le problème de ces titres, c'est le problème de ces banques, c'est le problème de la compensation. C'est-à-dire qu'on ne compense pas la destruction de la nature. À la rigueur, je détruis un tuyage, j'en replante un autre, je veux bien. De la zone humide, de la mangrove, de la calotte glaciaire, ça ne se compense pas comme ça. Et ça accroît par ailleurs les déséquilibres écologiques. La zone humide, on en a besoin à Miami, dans la ville, pour rafraîchir la ville. On n'a pas besoin d'une banque qui fasse de la compensation dans une zone où il y a déjà assez de zones humides fondamentalement. Donc c'est à mon avis le gros problème qu'on a avec ces banques de compensation. On n'en a pas en France, pour information. Donc tous ces questionnements à force, je me suis dit, oui, en fait, c'est la perte de biodiversité par la monoculture qui m'amène tous ces problèmes de maladies, ces problèmes d'aller amener de l'eau. Et à un moment, je me suis dit, je vais recréer la biodiversité. Donc j'ai commencé par reforester, remettre des haies champêtres, faire revenir les oiseaux, parce que pour moi, le plus grand semenceur de la planète, c'est l'oiseau. Il mange des graines, on lui fait un nid et il ensemence les graines. Et aujourd'hui, j'ai été un peu plus loin, parce que pour limiter la casse et laisser la biodiversité à la fois sauvage et cultivée et intégrer mon agriculture dans le sauvage, alors que ça avait été rasé, il a fallu que je réintègre du sauvage. Et après que dedans, moi j'intègre mes semences acclimatées, mes arbres fruitiers. Je suis parti beaucoup sur l'adaptation et l'acclimatation des semences et des pépins et des noyaux, et la vigne aussi. À replanter du front de pied pour avoir des semences de pépins et repartir avec la semence de pépins. Voilà, donc j'ai fait un gros travail de ce côté-là. Et l'autre côté, le gros parti du travail qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est que ça fait 6 ans donc je suis sans labour. Et aujourd'hui 3 ans où je me passe complètement d'énergie fossile et d'énergie nucléaire pour mon agriculture. Donc là, mon agriculture, tu parlais de force de vie. Donc l'équation, elle est simple. Dans la transition énergétique, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai complètement arrêté le pétrole, donc il a fallu remplacer par beaucoup d'humains. Donc ça m'a foutu un grand coup dans la trésorerie, parce que le travail humain aujourd'hui, un tracteur, ça coûte pas cher par rapport à un travail humain. Et aujourd'hui, le coût de la transition, il est derrière. Il est largement compensé par la valorisation du produit, parce qu'aujourd'hui, il est reconnu comme qualitatif. Et donc il a créé beaucoup de richesses, parce que mon tracteur est remplacé aujourd'hui par les moutons et les hommes, qui broutent les vignes et les humains qui travaillent dans les vignes. De là, j'ai créé une association sur 1 demi-hectare de vignes de forêt nourricière pour sensibiliser les gens, et surtout les gens qui n'ont pas accès aux produits bio et aux vins naturels, parce que c'est trop cher par la marketisation et la marchandisation des vins bio. Donc j'ai décidé chez moi, à petite échelle, de créer une association là, pour la régénérescence des semences et la sensibilisation aux forêts nourricières. Et donc c'est très intéressant, parce que aujourd'hui j'ai beaucoup des jeunes qui viennent, des gens qui sont faibles revenus et qui viennent au jardin participer avec les enfants, les familles. Et on a un vrai sens pédagogique, et on espère que demain aussi, localement sur la commune, quand je vois ce que les enfants mangent à l'école, la maison de retraite de mon village, ce que les anciens y mangent, c'est vraiment déplorable. Parce que
c'est un bilan carbone. Même si on va aux cantines bio, on peut en reparler, mais c'est toujours pas, c'est de l'hybride toujours. Enfin. Donc je pense que localement, c'est là qu'on est les plus beaux acteurs, en fait, sans rien attendre d'en haut des politiques, ni des subventions. C'est à nous de créer en bas, en collectivité. Donc on revient à ce que disait, c'est ce que tu disais aussi, Alex, c'est de dire que finalement, nos semences, elles n'ont même pouvoir que s'il y a la communauté et la collectivité qui œuvrent ensemble pour ce bien commun. Cette idée, là, on revient sur le bien commun. On sort du bien privé, quoi. Et donc, j'étais intéressant pour moi de décapitaliser une partie du foncier pour le rendre associatif et donc lucratif, et juste pour le plaisir, tous ensemble, de retrouver des savoirs ancestraux de travail, manuel, semi, et aujourd'hui aussi inventer des nouvelles. J'ai créé des préparations qui m'ont sorti de la bouillie bordelaise, du sou. J'ai compris la disharmonie dans le jardin, j'ai compris comment soigner en alternative beaucoup les humains, et j'ai compris un peu les méthodes de naturopathie et de médecine chinoise, et j'ai mis au point des préparations qui sont très très efficaces. J'assiste beaucoup mes plantes sur leur immunité, et non plus, je ne lutte plus du tout contre les maladies. Et on a vraiment des solutions à apporter. C'est le message que je veux apporter ce soir.